Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, cérémonie sobre et solennelle ce matin au Palais de la République pour marquer les 60 ans d'indépendance du Sénégal dans un contexte particulier. Le chef de l'État a salué l'implication des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le Covid-19. Par décret, le président de la République proroge l'état d'urgence proclamé le 23 mars dernier sur l'ensemble du territoire national. Il reste encore en vigueur pour 30 jours. Situation Covid-19 du jour. Le Sénégal enregistre hier son deuxième décès et sur les 177 tests réalisés ce jour, 12 sont positifs et 6 patients ont été déclarés guéris. Vous entendrez les explications du ministre de la Santé. Puis nous parlerons de la restauration des véhicules des anciens présidents de la République à la demande du chef de l'État qui avait prévu de les faire défiler cette année. Vous verrez les réactions des chauffeurs de Senghor Abdou Diouf et Abdoulaye Wade dans cette édition. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je vous fais d'abord lecture de ce décret prorogeant l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, vu la loi numéro 69-30 du 29 avril 1969 relative aux réquisitions de personnes, des biens et des services, vu la loi numéro 2020 du 2 avril 2020 habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 et autorisant la prorogation de l'état d'urgence, vu le décret numéro 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, vu le décret numéro 2019-18-19 du 2 novembre 2019 fixant la composition du gouvernement, vu le décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l'état d'urgence sur le territoire national, sur le rapport du ministre de l'Intérieur, décrète, article 1er, en application des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2020-13 du 2 avril 2020, su viser l'état d'urgence proclamé par le décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 et prorogé pour une durée de 30 jours sur l'étendue du territoire national. Article 2, dans les conditions prévues par le décret numéro 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. L'autorité administrative compétente exerce pendant la durée de l'état d'urgence les pouvoirs prévus aux articles 10, 11, 12 et 13 de la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 visé. Article 3. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. C'est signé le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Voilà, je le disais tantôt, cérémonie de prise d'armes ce matin au Palais de la République pour marquer la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. Une cérémonie sobre et solennelle dans un format de montée des couleurs autour des thématiques de cette année qui font ressortir le rôle des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le Covid-19. La synthèse de Pape Biram Biguendiaï. Léger dispositif d'un cortège présidentiel, un matin de célébration de la fête de l'indépendance. Un 60e anniversaire dans un contexte particulier, marqué par l'état d'urgence au moment où le Sénégal est en guerre contre le Covid-19. Arrivé de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le commandant en chef des forces armées est le premier sur la ligne de front dans cette lutte contre ce virus invisible et qui terrifie le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par mon détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le capitaine Kalaoudine,
À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Ici, au Palais de la République, c'est une prise d'armes qui s'effectue au rythme d'une tradition militaire exceptionnelle. Attention pour le feu. En vrai. Dans une sobriété absolue, le Sénégal fête son indépendance. Un rituel de montée des couleurs dans un hommage aux forces de défense et de sécurité qui jouent un rôle important dans la lutte contre le Covid-19. Une thématique qui répond à un péril mondial qui secoue la planète et notre pays ne fait pas exception. L'instant est solennel. La solennité d'un événement inédit, une cérémonie de prise d'armes au Palais de la République, un jour de célébration de la fête de l'indépendance. Voilà, à présent, je vous fais lecture de ces lettres de félicitations à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Sénégal, la République algérienne, donc démocratique et populaire. Il me plaît, au moment où la République du Sénégal célèbre sa fête nationale, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès et de prospérité pour le peuple sénégalais. Frères, je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour me féliciter de la qualité des relations d'amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays et vous assurer de notre disponibilité à travailler de concert avec vous au renforcement de la coopération bilatérale au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples frères. Je tiens également à vous exprimer mon engagement à promouvoir et à approfondir notre concertation politique sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. En vous réitérant mes sincères félicitations, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma haute et cordiale considération. Abdelmajid Tebboune de la République donc d'Algérie. Et cette autre lettre qui nous provient de l'État du Koweït, son Excellence le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, après nos salutations les meilleures, nous avons le plaisir de vous adresser les félicitations et les vœux les plus sincères à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Sénégal. Il nous plaît de saisir cette opportunité pour souhaiter que les relations amicales qui lient nos deux pays et nos deux peuples se poursuivent et se développent dans l'intérêt mutuel avantageux. Nos meilleurs vœux accompagnés des souhaits les plus sincères de bonne santé et de bien-être pour votre Excellence et pour la République du Sénégal. Progrès et prospérité durable, nous vous prions d'agréer, Excellence, l'expression de notre très haute considération. Sabah Al-Ahmad Al-Jaber, émir de l'État du Koweït. Autre lettre de félicitations, celle des Émirats arabes unis. Il est porté à la connaissance de la communauté sénégalaise que les hautes autorités du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis ont décidé de mettre en exergue le drapeau du Sénégal sur la façade de l'immeuble abritant la tour Burj Khalifa Dubaï et sur celle de l'immeuble Adnoc Tower à Dubaï, à Abu Dhabi, le samedi 4 avril 2020, jour de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Ce geste exceptionnel est l'illustration des excellentes relations fraternelles entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, consolidées par une coopération multiforme et exemplaire. Merci de votre collaboration. Autre lettre de félicitations provenant de la France. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Sénégal, je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux les plus sincères pour votre pays et pour l'ensemble des citoyens sénégalais en ces temps difficiles avec la pandémie inédite du Covid-19 à laquelle nous sommes tous confrontés. L'amitié et la solidarité qui unissent nos deux pays sont plus essentielles que jamais. Soyez assurés que nous resterons à vos côtés pour faire face à cette crise sanitaire et prendre l'ensemble
et prendre ensemble à l'échelle internationale les initiatives pertinentes pour répondre à ce défi mondial. Le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui avait eu lieu en novembre dernier à Dakar avait illustré la grande diversité de nos coopérations et fixé des objectifs concrets pour l'avenir. Je resterai très attaché à leur suivi et à leur mise en œuvre en vous renouvelant mes vœux les plus sincères. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, signée Emmanuel Macron. Autre lettre de félicitations à son Excellence le Président Macky Sall, président de la République du Sénégal, celle de la République de Chine à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. Je tiens à adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois et en mon nom propre les chaleureuses félicitations et les meilleurs vœux à vous et à travers vous au gouvernement et au peuple sénégalais. L'année dernière, les relations sino-sénégalaises demeurent à un niveau élevé. La confiance politique mutuelle s'approfondit et la coopération pragmatique s'avère fructueuse. Nos deux pays gardent une bonne communication et concertation dans les affaires multilatérales. En tant que président du Forum sur de la coopération sino-africaine FCSA, nous œuvrons ensemble à la concrétisation des acquis du sommet de Beijing du FCSA et à la bonne promotion de la solidarité et de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Très attaché au développement des relations sino-sénégalaises et sino-africaines, je suis prêt à travailler avec vous à l'occasion donc de la célébration du 20e anniversaire de la fondation du FCSA pour faire fructifier davantage les relations sino-sénégalaises et sino-africaines au bénéfice des peuples de nos deux pays et de toute l'Afrique. Je souhaite prospérité à votre pays et bonheur à votre peuple. C'est signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Autre lettre de félicitations à l'occasion de cette fête d'indépendance du Sénégal, celle provenant de la Guinée-Bissau. Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Sénégal, au nom du peuple bissau-guinéen et à mon nom personnel, j'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence mes chaleureuses félicitations et vœux les meilleurs de santé, de bonheur, souhaitant au peuple frère sénégalais davantage de progrès et de prospérité sous la conduite éclairée de Monsieur le Président de la République. Unis par des liens de fraternité et de solidarité, la République du Sénégal et la République de Guinée-Bissau ont su conférer une dynamique vertueuse à leurs relations politiques et diplomatiques bilatérales et dans le cadre de l'Union africaine, les hissant au niveau d'un multidimensionnel gagnant-gagnant qui consolide la coopération interafricaine et contribue au développement durable et solidaire de notre continent. Veuillez croire, Monsieur le Président et chers à l'assurance de ma haute considération, signé le général Umaro Siseko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Et cette autre lettre de félicitations provenant de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable plaisir d'adresser à votre Excellence, au gouvernement ainsi qu'au peuple sénégalais mes chaleureuses félicitations. Cette célébration intervient dans un contexte difficile marqué par la propagation de la pandémie du Covid-19 qui n'épargne pas votre pays, le Sénégal. Aussi voudrais-je vous exprimer la solidarité totale de l'Union africaine avec le peuple sénégalais et sa disponibilité à vous soutenir dans cette dure épreuve. Je salue la détermination et le leadership dont vous faites preuve dans la gestion de cette crise au Sénégal et en Afrique. Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération, signé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. Autre lettre de félicitations à l'endroit du chef de l'État, celle de la CEDEAO, son Excellence Monsieur Macky Sall. Bonne fête de l'indépendance, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. J'ai l'insigne honneur et le très grand plaisir d'adresser à votre Excellence en mon nom propre et en celui de tous les chefs d'institution de la CEDEAO nos félicitations les plus chaleureuses en y associant l'ensemble du peuple et du gouvernement sénégalais. La commémoration de cet événement se déroule malheureusement dans un contexte de propagation de la pandémie du coronavirus qui représente une menace sanitaire mondiale et qui touche également notre région. Je voudrais à ce propos saluer les mesures hardies que vous avez prises et les efforts remarquables déployés sous votre haute autorité pour freiner
la propagation de la pandémie dans votre pays, l'éradiquer et prendre efficacement en charge ses conséquences. Je puis vous assurer que la CEDEAO est déterminée à vous accompagner dans le noble combat du Sénégal pour venir à bout du fléau. Par ailleurs, sachez que la CEDEAO suit avec fierté et admiration les grandes avancées de votre pays, que votre pays ne cesse de faire en matière de démocratie et de bonne gouvernance, ainsi que dans la poursuite de ses efforts de développement économique et social. Par ma voix, elle forme le vœu ardent que ces succès se consolident et s'amplifient. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes félicitations renouvelées, l'assurance de ma très haute considération. Autre lettre de félicitations, celle de la secrétaire générale de la francophonie. Monsieur le Président de la République, la fête nationale de votre pays s'inscrit cette année dans un contexte de crise sanitaire sans précédent créé par le Covid-19. Dans ces circonstances, je ne peux que vous souhaiter, ainsi qu'au gouvernement et au peuple sénégalais, une sortie rapide de cette situation qui frappe nos populations et menace nos économies. Je forme le vœu d'un retour à la normalité afin que nous puissions approfondir encore les relations entre votre pays et la francophonie et faire avancer la solidarité dans l'espace francophone et dans le monde. La francophonie apporte son soutien aux dynamiques politiques engagées depuis votre réélection en février 2019 et encourage particulièrement votre volonté d'impliquer davantage la jeunesse et les femmes dans la gestion des affaires publiques. Je vous redis toute l'importance que j'attache à l'appartenance du Sénégal à l'Organisation internationale de la francophonie, en particulier pour partager des expériences réussies dans les domaines de la démocratie, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de l'accès à une éducation de qualité dans lequel vous concentrez vos efforts en lien avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF basé à Dakar. Je vous prie, Monsieur le Président de la République, d'agréer l'expression de ma très haute considération, signée Louise Mouchiki Wabo. Autre lettre de félicitations en ce jour d'indépendance du Sénégal, celle provenant de la Gambie, de Banjul, donc Monsieur le Président de la République, à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je voudrais, au nom du secrétariat permanent sénégalo-gambien et à mon nom propre, vous adresser nos chaleureuses félicitations en même temps que nos vœux fervents pour un Sénégal de paix et de prospérité sous votre magistère. Je saisis l'occasion pour renouveler à votre endroit et à l'endroit du Sénégal tout entier nos prières de protection divine face à la pandémie du Covid-19 et pour l'aboutissement heureux des mesures sanitaires que très tôt vous avez prises avec la pleine adhésion de toutes les composantes de la nation sénégalaise, y compris la représentation nationale qui vient de voter à l'unanimité la loi d'habilitation relative. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances renouvelées de ma haute et respectueuse considération ainsi que de mon entier dévouement, signé donc Adama Barrow, Président de la République de Gambie. Et puis plusieurs autres représentations diplomatiques résidant à Dakar ont également adressé des lettres de félicitations à son Excellence le Président Macky Sall à l'occasion donc de la fête d'indépendance du Sénégal cette année, marquant les 60 ans donc d'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Parlons à présent de la lutte contre le Covid-19 vers une riposte africaine commune. Le président de l'Union africaine a réuni hier par visioconférence quelques chefs d'État et de gouvernement. Le président Macky Sall a pris part à cette rencontre restreinte où il a réitéré ses propositions d'annulation de la dette publique et de renégociation de la dette privée du continent. Suivons la synthèse signée d'Ahaba. Près de 300 morts et plus de 8000 cas testés positifs au Covid-19. Ce sont là les chiffres de l'Afrique au soir du 3 avril 2020, date à laquelle le président en exercice de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a convié ses pairs à une rencontre sur la pandémie. Une réunion restreinte par visioconférence à laquelle a pris part le président de la République, le président Macky Sall. L'Organisation mondiale de la santé, représentée par son directeur général, et le Centre africain des préventions et de lutte contre les maladies de l'Union africaine ont également participé à cette rencontre. De même que le président de la Commission de l'Union africaine et les partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dans son intervention, a fait une analyse approfondie de la situation en passant en revue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie. Le chef de l'État n'a pas manqué aussi de revenir sur les plans de riposte, autant d'efforts fournis par le continent. Le président Macky Sall a aussi fait des propositions pour l'annulation de la dette publique des pays africains, un réaménagement de la dette privée selon des mécanismes à convenir avec les partenaires. Des propositions bien accueillies, elles devront être prises en compte dans la déclaration africaine commune sur l'impact de la pandémie Covid-19 et les mesures de riposte. Voilà, la crise sanitaire du Covid-19 va surtout affecter les économies de beaucoup de pays, notamment africains. La force Covid-19 mise en place par le chef de l'État est un fonds de riposte et de prévention. Et à ce fonds s'ajoutent les appuis des partenaires techniques et financiers et d'autres soutiens qui vont permettre à notre pays d'être plus résilient. Les détails avec Cheikh Bamba Gueye. Avec ses effets négatifs sur les économies des États, la crise sanitaire du Covid-19 au Sénégal va différer la croissance économique de 3 points. Les prévisions pour 2020 étaient à 6,8%. Depuis, le Sénégal s'est attelé à mettre en place un plan de résilience économique à partir de son propre budget d'abord et ensuite soutenu par les efforts des partenaires techniques et financiers. D'abord auprès des institutions de Bretton Woods, le Sénégal, qui dispose de droits de tirage spéciaux, aura des flux importants, du fait aussi que notre pays est un partenaire dynamique. Et c'est l'occasion de remercier franchement le Fonds monétaire qui a décidé de nous allouer la totalité de notre compte partie en droits de tirage spéciaux qui aujourd'hui fait 264 milliards d'appui constant réalisés, obtenus à ce niveau. La Banque mondiale, c'est 138 milliards. Les autres institutions financières africaines et internationales se sont aussi engagées très tôt à accompagner le Sénégal dans ce force Covid-19. On a la Banque ouest-africaine aussi, qui a joué sa partition, donc qui a supporté l'État dans le cadre de cette lutte, donc pour la constitution de ce fonds à hauteur, effectivement, donc de 26 milliards de francs CFA. Nous avons la Banque islamique, bien sûr, pour 98 milliards, et la Banque africaine de développement pour 60 milliards. Par ailleurs, et dans le sillage de cette solidarité internationale entre les États, les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur contribution dans le force Covid-19 pour 1,8 million de dollars pour enrayer les risques sanitaires, l'eau et l'assainissement comme prévention. L'Organisation ouest-africaine de la santé, dans un communiqué, fait aussi état de son soutien financier et matériel à tous les États membres de la CEDEAO. Un autre appui international de taille aussi, le G20, a répondu favorablement à l'appel de la Commission économique des États-Unis pour l'Afrique. Les 20 plus grandes puissances du monde vont injecter 100 milliards de dollars dans les économies africaines. Et c'est ce qui est ressorti du sommet virtuel extraordinaire des pays du G20 qui s'est tenu la semaine dernière à Rome. Notre économie subit de plein fouet l'impact du Covid-19. Certains secteurs sont durablement affectés. Propos du chef de l'État lors de son adresse à la nation d'hier. Le président Macky Sall a dit vouloir soutenir les millions de familles menacées par la précarité. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, comme partout ailleurs, notre économie subit de plein fouet l'impact du Covid-19. Des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les transports, le commerce, la culture, les bâtiments et travaux publics, entre autres, sont durement affectés. Notre croissance économique soutenue sur plusieurs années est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3%. Mais ce soir, mes pensées vont particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui souffrent de l'impact de la crise du Covid-19. Je pense aux millions de pères, mères et soutiens de famille menacés de précarité. Je pense à notre diaspora, si généreuse envers la nation et aujourd'hui éprouvée.
Voilà, un programme de résilience économique et sociale bientôt en place. L'annoncé du chef de l'État, le président Macky Sall envisage de soutenir les entreprises et les ménages à travers 4 axes majeurs. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall. Je pense aux nombreuses entreprises et à leurs salariés, tous victimes de cette crise imprévue. Je veux dire à tous et à toutes que l'État ne vous abandonnera pas. Devant l'urgence et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur l'économie nationale, j'ai mis en place un programme de résilience économique et sociale afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés. Ce programme est décliné en 4 axes. Premièrement, le soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards de francs pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le Covid-19. Deuxièmement, le renforcement de la résilience sociale des populations. L'État prendra en charge les dépenses suivantes. 15,5 milliards pour le paiement des factures d'électricité des ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, soit environ 975 522 ménages. 3 milliards pour la prise en charge des factures d'eau de 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre. 69 milliards au lieu des 50 initialement prévus pour l'achat de vivres au bénéfice d'1 million de ménages éligibles. 12,5 milliards pour aider la diaspora. Troisièmement, l'État sauvegardera la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois à travers un programme d'injection de liquidités assorti de mesures fiscales et douanières. Ainsi, 302 milliards seront consacrés au paiement dû aux fournisseurs de l'État. J'ai également ordonné une réorganisation du budget par des coupes sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement reportées, ce qui correspond à une économie de 159 milliards de francs. En outre, le gouvernement sécurisera 178 milliards pour couvrir partiellement des pertes de recettes budgétaires induites par la crise. Quatrièmement, enfin, le programme de résilience économique et sociale permettra d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité. Voilà, je vous fais lecture de cette autre lettre de félicitations à l'endroit du président Macky Sall. Lettre de félicitations donc du gouverneur de la BCEAO. Monsieur le président de la République, je voudrais saisir une nouvelle fois l'opportunité de la célébration de l'anniversaire de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 4 avril, donc pour vous adresser mes très chaleureuses félicitations au nom de l'ensemble du personnel de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et en mon nom personnel. En ces moments difficiles de lutte contre la pandémie du coronavirus, vous venez encore de faire preuve de votre leadership en prenant des mesures fortes, appropriées pour protéger le peuple sénégalais et toutes les personnes qui bénéficient de son hospitalité. Je voudrais formuler à votre endroit ainsi qu'à celui des populations mes voeux les plus ardents de bonne santé et de retour rapide à une situation sanitaire normale. À cet égard, la Banque centrale, dans son domaine de compétences, se tiendra résolument à vos côtés en vue d'accompagner toutes les initiatives pour préserver la santé publique et consolider les acquis économiques du Sénégal. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute et déférente considération, signé le gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Meïle Koné.
Et signaler également que le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, et le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, ont également adressé des lettres de félicitations à son Excellence, le chef de l'État. Le ministre des Forces armées apprécie le dispositif de la gendarmerie nationale et de l'armée pour faire respecter le couvre-feu. Le ministre Sidiki Kaba était justement sur le terrain pour en faire le constat. Je vous propose de l'écouter au micro de Ibrahim Dong. C'est une totale satisfaction que nous avons parce que nous voyons peu de personnes dans les rues. Ce qui veut dire que le dispositif en place est dissuasif. Le respect du couvre-feu est quelque chose de très important. Et il faudrait faire preuve de civisme, mais en même temps aussi, et de respect de la loi. Ce qui est frappant, c'est de constater que dans les différents points stratégiques de la ville, nous voyons à la fois les unités de l'armée dans ses différentes déclinaisons, mais aussi les unités de la gendarmerie, tous ensemble dans une synergie, travaillant pour à la fois réussir à faire respecter donc le couvre-feu et en même temps à assurer, particulièrement la gendarmerie, la protection des biens et des personnes. La fête du 4 avril est célébrée cette année dans un contexte d'état d'urgence assorti à un couvre-feu. Et pour faire respecter les mesures édictées à cet effet, les forces de l'ordre sont mobilisées. Les hommes de la gendarmerie nationale, à travers leurs différents services, ont répondu à l'appel de la patrie. Ils veillent au grain pour que la stratégie de lutte plutôt contre la pandémie du Covid-19 puisse porter ses fruits. Le reportage de Philomène Constantiagne. Il débarque en caserne après 48 heures de patrouille. Cette unité antiterroriste appartient à la Légion de gendarmerie d'intervention de Mbao, plus que mobilisée en cette période d'état d'urgence. La LGI fournit quotidiennement des escadrons au profit de la Légion Ouest et une base arrière constituée par des unités en réserve en mesure d'intervenir sur ordre. Ces escadrons sont répartis en groupes est déployé au niveau de certains points et carrefours dans le secteur de compétence de la Légion Ouest, dans la région de Dakar, de 20h à 6h du matin. Ces unités légères peuvent être renforcées en cas de nécessité par l'escadron blindé. L'escadron blindé peut intervenir comme tous les autres escadrons pour maintenir ou rétablir l'ordre, mais à la seule différence que là où on attend le plus l'escadron blindé, c'est quand il y a trouble à l'ordre public, des troubles d'une intensité en tout cas assez soutenue. Même décrété dans un contexte d'urgence sanitaire, le couvre-feu impose protection, contrôle et surveillance. Alors, tous les services de la gendarmerie sont mis à contribution, à l'image de l'escadron de surveillance et d'intervention de Dakar et du Sinogroupe de Mbao. Dans le cadre de la gestion de la lutte contre le Covid-19, le Sinogroupe, au même titre que les autres forces de gendarmerie, est déployé depuis quelques jours. Donc, il participe aux opérations de renseignement, aux opérations de sécurisation et surtout aux opérations de dissuasion par rapport aux éventuelles populations qui ne respecteraient pas les mesures édictées, en tout cas dans le cadre de l'état d'urgence. Il s'agit d'une unité, comme je l'ai dit, de gendarmerie mobile, donc dotée de moyens conséquents en personnel, tout comme en moyens de mobilité, et donc très apte à exécuter des missions en tout lieu et dans toutes circonstances. Dans le cadre de l'état d'urgence assorti donc du couvre-feu, donc il s'agit essentiellement de faire respecter donc les prescriptions. Dans leur mission de veille aussi, l'assistance aux populations est de mise. dama liggéey ba wàcc ñëw fekk sama femme nekk ci mat ma nekk ak moom comme on habite ensemble et personne d'autre. Ma femme était en phase d'accoucher et je n'avais aucun moyen de transport à cause du couvre-feu. Heureusement que les gendarmes ont pu m'aider à la transporter jusqu'à l'hôpital et finalement tout s'est bien passé.
Toutes ces actions sont coordonnées ici, au poste de commandement opérationnel de la caserne Somba Diéry Diallo. Au quotidien, les différentes cellules composantes du centre rendent compte de leur travail. C'est à partir de cette cellule planification synthèse qu'on détermine l'action de l'ensemble des unités de la gendarmerie donc, sur le terrain, relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 et donc la mise en œuvre donc, du couvre-feu et de l'état d'urgence. Avec nos unités territoriales et mobiles, nous arrivons à avoir un maillage très densifié donc, de notre territoire et c'est ce qui nous permet par rapport à toute situation de pouvoir mener l'ensemble des missions qui ont été données pour nos unités. C'est ainsi que nous arrivons à conduire les opérations dans le cadre de cette situation Covid-19. Un exposé de la situation quotidienne, un contrôle total donc sur l'ensemble du territoire national qui participe à la prise de décision des hautes autorités. Donc ces renseignements font l'objet d'une synthèse et sont transmis au commandement de la gendarmerie qui prend des décisions qu'il transmet au centre opérationnel que nous traduisons sous forme d'ordre. Cette stratégie adoptée par la gendarmerie a jusque-là fait ses résultats. Grâce à leur engagement aux côtés des populations, la guerre contre le Covid-19 pourrait être gagnée plus tôt que prévu. De son côté, la police veille également au grain pour l'application des mesures de restriction des libertés en cette période de coronavirus. Une rigueur qui n'empêche pas un côté humain dans les interventions. La police joue un rôle important dans la gestion des pandémies et des catastrophes, nous dit Ndeye Aïda. Dans la gestion du Covid-19, la police joue un rôle crucial pour faire respecter les mesures de prévention. Il arrive que des manifestations soient dispersées, mais dans la plus grande pédagogie. Tout le monde sait que les funérailles, c'est quelque chose de très sensible, surtout dans notre pays. Quand il y a des funérailles et que des individus se mettent à se rassembler sur la voie publique ou en tout cas dans un domicile, on joue la carte de la sensibilisation, la carte de la persuasion pour quand même amener les individus à se conformer à la réglementation. Maintenant, il va sans dire que quand on est dans une situation d'exception, comme l'état d'urgence ou le couvre-feu, que les mesures répressives doivent être également de mise. Quand quelqu'un ne veut pas se conformer à une mesure de couvre-feu, on lui applique la loi. Lui appliquer la loi, ça veut dire l'appréhender et le placer en position de garde à vue. Donc c'est puni par une peine d'emprisonnement et une amende qui peut être prononcée par le juge. À la police nationale, mais aussi un dispositif de patrouille dans les grandes localités du pays pour veiller au respect des mesures restrictives de circulation. Nos éléments sur le terrain font preuve d'un véritable esprit de discernement. Les éléments de police qui sont venus à la rescousse, au secours d'une dame qui était en état de grossesse très avancé. Ils l'ont pris dans la rue et l'ont assisté jusqu'à l'hôpital Abbas Ndao. Ça montre encore une fois, au-delà du caractère préventif, du caractère opérationnel répressif de la police nationale, il faut que les gens aussi sachent que la police nationale aussi a un rôle, j'allais dire humanitaire, mais un rôle à une mission humaniste. Le directeur de la sécurité publique explique également que la police veille au grain pour que les marchandises puissent être bien acheminées. Dans toutes les grandes catastrophes de notre pays, la police est engagée aux côtés des populations, du plan Orsec à la gestion du Covid-19. Elle est sur tous les fronts et sur toutes les batailles qui interpellent les Sénégalais. Ils ont été restaurés à la demande du président Macky Sall. Il s'agit des 3 véhicules d'anciens présidents de la République, un travail qui a été fait en un temps record pour le défilé de cette année. Mais malheureusement, le défilé n'a pas eu lieu et c'est pourquoi les anciens chauffeurs ont été invités à voir l'état actuel de ces véhicules. Ils ont remercié le président Macky Sall pour cette marque de considération, nous dit Ibrahim Ndong. Nostalgique. Sa passion lui fait sauter de sa chaise roulante. El Hadji Alioune Fall.
Lui, c'était l'ancien chauffeur du défunt président poète, Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, il retrouve un véhicule qu'il a conduit depuis des années. Macky Sall. Parce que man, Senghor. Nous remercions vraiment le président Macky Sall pour ce geste. Le président Senghor m'a toujours voué une confiance remarquable. Et même quand le roi Faisal venait au Sénégal, il m'a demandé de conduire pour lui. Mon compagnonnage avec Senghor date des années 1963. Les images sont parlantes, les témoignages éloquents. À côté de cet homme de 88 ans, une grande dame, sa seconde épouse, témoin de l'histoire. Cet homme-là que vous avez vu ici, c'est un homme d'État. J'avais même commencé à... J'ai voulu écrire quelque chose sur lui. Un petit talibé devenu homme d'État, avec ses parcours et autres. Il est digne. Je le remercie. Je remercie Dieu. Je rends grâce à Dieu, mes parents et tout, mais je le remercie. Je rends hommage à tout le monde. Le président Macky Sall a mes remerciements. Et comment vous appréciez son compagnonnage avec Senghor? Formidable. Parce qu'en compagnonnage, il ne faut pas la tricherie. Il faut être direct. Il faut pas être c'est pas l'hypocrisie. Les 3 voitures des anciens présidents sont restaurées à la suite de la décision prise par le président de la République. C'est une symbolique forte parce que faire défiler les 3 limousines des anciens chefs d'État, c'est un acte républicain. Et cette symbolique se traduit par le fait d'ailleurs que le président a insisté qu'on mette aussi les fanions, les 3 fanions, LSS pour le président Léopold Sédar Senghor, AD pour le président Abdou Diouf et AW pour le président Abdoulaye Wade. Et par la même occasion, il nous avait demandé aussi d'aller rechercher le meilleur élève, le ou la meilleure élève de CM2 de Kébémer pour occuper pendant le défilé la voiture du président Abdoulaye Wade, celui de Joal pour le président Léopold Senghor et celui de Louga pour le président Abdou Diouf. Voilà Falilou Diop, ancien chauffeur du président Abdou Diouf. Ce véhicule de marque Mercedes n'a aucun secret pour lui. Celle-là, elle est venue toute neuve sur mes mains. C'est moi qui ai fait le rodage entre Dakar et Tambacounda. Et je l'ai fait la nuit, en 88, 89. Alors, je suis parti à Tambacounda à 8 h du soir. Je suis revenu à 5 h du matin pour faire le rodage. On roulait à 100 à l'heure. Donc cette voiture-là, quand je le vois maintenant, alors je pense à ces allures-là. 26 ans de compagnonnage au service de l'État. Pour ce fonctionnaire, conduire pour un chef d'État requiert un certain comportement, surtout savoir garder un secret. Abdou l'a bien dit. Moi, je ne l'ai pas dit moi-même, mais c'est Abdou qui a dit ça. Il a dit qu'à ma fille, donc, depuis qu'il a dit que je suis la fille à Falilou Diop, il a demandé, Falilou Diop qui était mon chauffeur, il m'a dit que oui, ton père est très discret. Mamadou Diané, entre lui et le président Wade, c'est pour l'éternité. Voilà 40 ans qu'il conduit pour le 3e président du Sénégal et continue toujours d'être à ses services. À l'époque, quand je conduisais ce véhicule, je me surpassais quand je voyais Maître Abdoulaye Wade derrière. Donc je faisais tout pour respecter les règles de conduite à la règle. Wade a tout fait pour moi et je rends hommage aujourd'hui au président Macky Sall pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Pour la restauration de ces véhicules de marque, il a fallu recourir à de gros moyens. Restaurer un véhicule, c'est différent de préparer un véhicule, de la réparation. La restauration concerne les véhicules d'époque, donc des véhicules qui ont un certain âge. On a une double préoccupation, donc il faut de la rendre fonctionnelle, plutôt, et la deuxième préoccupation, il faudrait conserver l'originalité. Et c'est un équilibre à trouver. Le kilométrage, ça nous a beaucoup aidé, parce que ces véhicules n'ont pas beaucoup roulé. Le véhicule du président Abdoulaye Wade est à 53 000 km
Celui du président Diouf est aux environs de 13 à 14 000 km. Et celui du président Senghor, lui, ne fait même pas 10 000 km. La polyvalence des techniciens a permis d'accomplir le travail en un temps record. Des véhicules de luxe pour des personnes de haute responsabilité. À l'intérieur de ces véhicules autrefois occupés par le président Abdou Diouf, tout un confort doublé d'une sécurité sur tous les plans avec une vitesse de 260 km/h. Comme pour dire que la prestance est l'une des caractéristiques qui gouvernent les véhicules présidentiels. Voilà, Ibrahim Ndong, nous parlons à présent de la situation du Covid-19 au Sénégal. Le pays vient d'enregistrer son deuxième décès dû au coronavirus. Aujourd'hui, 12 cas positifs ont été enregistrés sur les 177 tests réalisés. Sur ces 12 cas, un cas communautaire. 6 patients sont déclarés guéris. À ce jour, 144 personnes sont encore sous traitement. Nous écoutons à ce propos le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Hier vendredi 3 avril 2020 à 20h, le Sénégal a enregistré son second cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une Sénégalaise âgée de 58 ans qui était hospitalisée au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann. Je présente, au nom de Monsieur le Président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Aujourd'hui, samedi 4 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 177 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 10 cas contacts suivis et d'un cas issu de la transmission communautaire. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 219 cas ont été enregistrés positifs au Sénégal, dont 72 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 144 cas en traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite une bonne fête d'indépendance à tout le peuple sénégalais et renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. La direction Ziguinchor à présent où la lutte contre le Covid-19 mobilise toutes les forces de défense et de sécurité. Sur le fleuve Casamance, des patrouilles surveillent les mouvements des pirogues alors que dans les localités, les militaires font respecter le couvre-feu d'Elinkine à Oussouye. Immersion dans des patrouilles de l'armée. C'est avec nos équipes sur place, Abdoulaye Sinkari. Sur le fleuve Casamance, les patrouilles sont quotidiennes. En ces temps de pandémie, les commandos marins vont en guerre contre le Covid-19. Nous avons l'habitude, d'après les consignes, de contrôler d'abord la longueur de la pirogue, le nom du propriétaire, le capitaine, contrôler l'effectif, s'ils ont porté vraiment à tout le monde leur gilet. Ensuite, au besoin, passer à la fouille de toute la pirogue. Ensuite, on a associé d'autres missions. Cela veut dire depuis la pandémie, nous partons avec des thermoplages, des gants et des cache-poussières, les masques là. Pour les rares pirogues rencontrées, le contrôle est minutieux. Sur celle-ci, faisant la navette entre Djogé et Elinkine, les règles d'embarcation ont totalement changé. Gal transport là quoi. Mais légui comme maladie bi ñëw na, légui mënuñu yeb kenn. Ciment rek lañuy yóbbu ak bagage ñu retire. Ñi luñu mëna lekk ci île bi. Actuellement avec la pandémie, que tout le monde actuellement est au courant de cela, ils ont transformé la pirogue de transport de personnel en une pirogue cargo. Cela veut dire transport de marchandises et d'autres produits.
Néanmoins, il va embarquer quelques personnes. La pirogue qui faisait 50 de personnes, ils ont réduit complètement l'effectif. Cela veut dire qu'ils ont actuellement à bord, à part le motoriste, cela veut dire le piroguier et l'aide piroguier, ils ont 2 éléments à bord, d'intervalle au moins 2 mètres. À la tombée de la nuit, une autre mission se jette à l'eau. Cette fois, pour veiller au strict respect du couvre-feu. Nous faisons chaque journalièrement des patrouilles allant de 20h à 6h du matin pour voir le mouvement des pirogues. Suivant le couvre-feu, il y a une restriction des mouvements des pirogues. Maintenant, toute pirogue rencontrée dans le fleuve est obligée à rester sur place jusqu'à 6h du matin. Retour sur la terre ferme. Direction Oussouye. Sur place, d'autres militaires sillonnent la localité en l'absence de policiers ou de gendarmes. Je commande la section d'intervention au niveau du PC de Oussouye, dans le secteur 51. Chaque jour, à partir de 21h, des patrouilles quotidiennes sont effectuées par les mêmes éléments de cette section, pour couvrir l'ensemble des localités, pour imposer bien sûr, interdire carrément les mouvements des populations. Dans le cadre du couvre-feu, notre principal rôle, c'est d'insister surtout par rapport aux mesures de prévention. Quand ils interpellent une personne, d'abord c'est l'aide infirmier qui va se charger de prendre la température par les thermoflash. Ensuite, avec une petite enquête pour voir si tout se passe bien avant que les forces de l'ordre interviennent. À Ziguinchor, la gendarmerie est sur le terrain aux côtés de la police et de l'armée. Cette patrouille s'effectue dans les périphéries de la ville de Ziguinchor. On peut dire que la population, la quasi-totalité de la population ont respecté le mot d'ordre, sauf quelques éléments interpellés, mais qui étaient en fait après contrôle en règle. Toutes les forces de défense et de sécurité sont sur le pied de guerre. De jour comme de nuit, tous les moyens sont mis en branle pour vaincre un adversaire aussi coriace qu'invisible. De Ziguinchor, nous allons à Kaolack où le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Purement s'engage dans la lutte contre le Covid-19. Le comité régional de gestion de la pandémie a reçu un important lot d'équipements de protection et de matériel de nettoiement à la correspondance de Claire Diop. Le dispositif de prévention et de lutte contre le coronavirus renforcé ici à Kaolack à travers ce geste le Purement, programme d'urgence de modernisation des axes des territoires frontaliers, s'investit ainsi dans le combat. Une tente d'une capacité de 20 lits, des produits d'entretien et de nettoyage, aussi des équipements pour le personnel sanitaire est offert au comité régional de gestion des épidémies. Mais pas que, le Purement va plus loin dans sa logique. Les radios communautaires sont mises à contribution. Nous avons aujourd'hui sur toute la zone frontalière la liste des radios communautaires qui, avec les langues locales, pourront aussi continuer parce que la sensibilisation quand même constitue un important volet dans le cadre de la lutte pour permettre aux populations de faire attention et d'appliquer les règles d'hygiène et de propreté qui ont été édictées par les pouvoirs publics. Ça va nous permettre en tout cas de mieux renforcer le dispositif que nous avions mis en place pour vraiment lutter efficacement contre ce virus du Covid-19. Vous l'avez vu, c'est composé d'un certain nombre de matériel de protection individuelle mais aussi thermoflash et autres matériels de détergent, gel alcoolique, etc. Et surtout, cette tente-là. Ce programme d'aide du Purement va couvrir les 10 régions frontalières. Le mot d'ordre est Stop Coronavirus. Un peu plus de 5 millions est dégagé pour la seule région de Kaolack. La délégation a prévu de se rendre à Fatick et à Kaffrine où également un appui conséquent sera mis à disposition pour aider à lutter efficacement contre le coronavirus. Et en marge de cette cérémonie, le médecin-chef de la région de Kaolack a fait le point de la situation du Covid-19 justement dans la région. Et écoutons le docteur Aïchatou Bari au micro de Claire Diop. De la région de Kaolack, depuis le début de l'épidémie, nous avons eu à tester 16 cas suspects.
mais qui nous sont revenus négatifs. Nous avons également eu des cas contacts d'un cas positif qui était de passage dans la région pendant 3 jours. Donc ces cas contacts étaient au nombre de 32, répartis dans 4 familles. Et nous les avons suivis, nous les avons testés. Les résultats sont revenus négatifs et aujourd'hui, ils sont sortis de la période de suivi depuis le dimanche dernier. Le message que je lance aux populations, c'est de ne pas les stigmatiser. Parce que déjà, c'est assez difficile d'être mis en quarantaine. Ne serait-ce que pendant une semaine, personne n'entre, personne ne sort, mais c'était nécessaire. Parce que c'est dans le cadre justement de la gestion de cette épidémie. Aujourd'hui, ils ont besoin même du soutien du reste de la population. Voilà, Tambacounda, le 4 avril, a été célébré dans la synergie déployée pour faire face au Covid-19. La zone militaire numéro 4 adhère ainsi au combat pour lutter contre cette pandémie, nous dit Tchorodjan. Cette année, pour la commémoration du 4 avril, pas de répétition générale ni de retraite au flambeau, encore moins le défilé civilo-militaire. Covid-19 sévit et dicte sa loi. Soyez heureux. Il ne faut pas qu'on vous enlève cette joie dans vos cœurs. Sachez que ce jour, c'est votre jour. Aux militaires qui sont là, je dis seulement que la meilleure manière de fêter votre 4 avril cette année, c'est vraiment d'aider les populations à vaincre, de nous aider toute la nation, la population dont nous sommes partis, à vaincre ce coronavirus. Et ne négligez rien qui soit à votre possession pour que cela arrive. Force de la 3e catégorie, après la gendarmerie et la police, le commandement de la zone militaire numéro 4 s'est engagé dans cette guerre contre l'ennemi invisible. Dans le cadre du couvre-feu aussi, tout de suite l'état-major des armées a voulu tout de suite décloisonner le rôle des armées qui consistait à toujours rester en 3e position, c'est-à-dire de laisser d'abord les forces de 1e et de 2e catégorie, la police et la gendarmerie, et être en leur soutien. L'état-major a tout de suite décloisonné ce rôle pour nous dire participer activement à ces patrouilles. Et comme vous le voyez, chaque nuit, nos hommes sont là à patrouiller pour que les citoyens comprennent qu'il faut rester chez eux pour que cette pandémie puisse vraiment être circonscrite. À Tambacounda, le système sanitaire est renforcé par le service militaire. Pratiquement dédié aux civils. Chaque jour que Dieu fait, vous voyez, vous allez tous au CEMIA, au centre militaire de garnison, les civils sont là-bas. Parce que tout simplement, un médecin, c'est un médecin. Bien sûr, même s'il est militaire, c'est un médecin qui appartient à toute la nation. Tamba, l'un des derniers bastions du pays en termes de ressources forestières, fait face à la menace de la coupe abusive du bois. Une situation qui préoccupe les forces de défense et de sécurité. La coupe abusive du bois, elle se déroule souvent dans notre zone, dans la partie ouest de notre zone, c'est-à-dire la frontière que nous avons avec la Gambie. Et forcément, c'est le rôle des eaux et forêts qui le font, qui patrouillent pour ça. Mais toutes les fois que nous sommes allés en nomadisation et en patrouille, nous sommes impliqués. Et une fois que nous avons rencontré des gens, nous avons arrêté avec le produit de leur fraude et nous avons remis aux autorités compétentes. Après l'enregistrement du premier cas de Covid-19 à Tambacounda, les forces de défense et de sécurité sont au premier rang pour circonscrire la maladie. C'est en 1981 qu'elle a ouvert ses portes et se distingue par son rôle important dans la formation des officiers de l'armée. L'École nationale des officiers d'active ENOA comptabilise près de 40 ans d'existence. Elle a formé près de 1000 officiers sénégalais et étrangers, creusé des compétences et véritables références sur le continent. Immersion dans cette école de renommée internationale avec Ibrahima Ndongo. Le reflet d'une montée en puissance, l'image d'une institution en progression. ENOA. Voilà presque 40 ans que l'École nationale des officiers d'active brille de par sa renommée. Cette montée en puissance continue parce que le besoin des armées se fait de plus en plus pressant et le commandement a jugé nécessaire d'augmenter les capacités d'accueil, les capacités pédagogiques pour vraiment assurer cette bonne montée en puissance. Et en plus, pour souligner que depuis le mois de janvier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu assurer la centralisation des formations initiales d'officiers ici à Thiès. Présentement, on vient tout juste de terminer la première phase des infrastructures qui consistait à faire un PC pour le COM-ENOA, un bâtiment pédagogique pour la deuxième année et 2 ambaforts. Et la deuxième phase va consister à réaliser un autre bâtiment pédagogique, un autre ambafort
réalisation du complexe sportif et aussi un amphithéâtre de 400 places. Donc, une fois que toutes ces infrastructures seront prêtes, on pourra dire que l'école a vraiment pris son envol. Une bonne copie qui explique la majoration de l'effectif et la capacité d'accueil de l'école. Depuis sa création, l'ENOA a formé près de 1000 officiers sénégalais et étrangers. 988 officiers, dont 633 sénégalais et 355 provenant des pays amis. Présentement à l'école, on a 2 promotions. La 38e promotion qui est baptisée promotion de général corps d'armée Lamine Cissé, qui comprend 60 élèves officiers, et la 39e promotion qui est actuellement en première année, qui est composée de 63 élèves officiers. Des officiers qui évoluent dans de bonnes conditions de formation. En plus de ces bâtisses qui forcent le respect, il y a aussi les salles de cours et un amphithéâtre qui offre toutes les commodités. Le rythme est conditionné par ce à quoi on doit s'attendre. Et c'est dans cette optique, je dirais, que les horaires sont fixés. On a un programme, je dirais, pas lourd, mais le temps que ça demande, c'est le temps qu'on investit. Donc, le temps est bon. On peut dire que dans l'ensemble, tout se passe très bien. Parce que depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, les choses, il n'y a pas de fausses notes. Et en ce qui concerne les élèves, ils s'investissent du mieux qu'ils peuvent pour qu'ils puissent répondre ici aux exigences de la formation. À l'ENOA, les traditions occupent une place de choix. Les traditions pour l'ENOA constituent un fondement principal à la formation. Elles revêtent une importance primordiale, en ce sens qu'elles permettent le développement de certains préalables qui sont indispensables à l'exercice des responsabilités. Et parmi ces préalables, on peut citer le développement de l'esprit de discipline, le développement de l'humilité, le développement de l'esprit de dépassement. Pour paraphraser Bruno Mignot, qui disait que les traditions sont ancrées dans les armées comme un lien de sang, car la tradition est à l'unité, ce que véritablement l'honneur est à l'homme. Un lien de sang qui continue de défier le temps. L'idée de la création de cette école remonte au lendemain des indépendances. Au lendemain des indépendances, les premiers cadres officiers provenaient de l'armée française et aussi on était tributaires des places que les pays amis nous offraient pour assurer la formation de nos officiers. Et c'est en 1976 que le Conseil supérieur national de la défense a décidé de la création de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Donc cette école ouvrira ses portes en juillet 1981 et depuis cette date, l'école fonctionne et continue à former des cadres officiers. Donc l'ENOA, c'est un établissement d'enseignement militaire supérieur destiné à former des officiers cadres pour armer les unités des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'ENOA, ou l'exemple d'une école de référence, un véritable creuset du savoir. Sur le continent, une vingtaine de pays y envoient leurs officiers. En plus de la théorie, la pratique aussi n'est pas en reste. Cette piscine est un des espaces qui abrite les entraînements. Suffisant pour dire que la sueur à l'entraînement épargne le sang au combat. Voilà, merci Ibrahim Ndong pour faire face au Covid-19 et surtout maintenir l'activité économique. Le COSEC bascule en mode télétravail. Les réunions se font par visioconférence et les bordereaux électroniques de suivi des cargaisons sont envoyés en ligne, nous dit Amélie Diop. À partir de son bureau, le directeur général du COSEC pilote une réunion avec ses collaborateurs. Après, tu coordonnes avec son équipe là pour faire le point. Le télétravail, une parmi les nombreuses mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Désormais, les requêtes concernant les BSC délivrées par le COSEC se font online. La dématérialisation du bordereau électronique de suivi des cargaisons nous a permis en date de mettre en télétravail certains de nos cadres qui aujourd'hui parviennent à valider les requêtes de nos clients à travers le monde entier via une plateforme web que nous avons déployée qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Par ailleurs, cette plateforme intègre des moyens de paiement électronique
Un effectif réduit fait tourner le COSEC toujours avec autant d'efficacité. Le secret, une anticipation dans la dématérialisation qui a été accélérée dès l'apparition des premiers cas dans le pays. Nous étions déjà dans cette optique parce que, comme nous le savons, conformément à la politique de l'État, aujourd'hui, si nous regardons même dans le cadre du PSC2, le chef de l'État a inscrit, n'est-ce pas, l'économie numérique inclusive au cœur du dispositif, sans compter ce que l'État fait en termes de dématérialisation. Nous avions déjà anticipé. Aujourd'hui, un ingénieur informatique du COSEC, depuis chez lui, il peut continuer le travail. Pour ne donner aucune chance au coronavirus, des dispositifs sécuritaires favorisent l'adoption des gestes barrières. Lavage des mains, prise de température et distanciation sociale. Nous procédons régulièrement également à la sensibilisation sur la réalité de la maladie et les gestes barrières à adopter par le personnel. Et nous avons doté ce personnel de kits comprenant tout le nécessaire pour se protéger et protéger sa famille. Malgré l'effet surprise du Covid-19, le COSEC tient le coup grâce à la dématérialisation des procédures et une réorganisation qui permettent de satisfaire les clients tout en protégeant le personnel. Voilà, nous nous quittons en couleur avec la tour Burj Khalifa de Dubaï qui a arboré donc les couleurs du drapeau national du Sénégal pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Sénégalais, mais également pour magnifier les belles relations qui existent entre le Sénégal et Dubaï. Merci à vous d'avoir suivi cette édition et excellente fête de l'indépendance à toutes et à tous. Sénégalais, comme nous l'annoncions, voilà, donc aujourd'hui la fête de l'indépendance du Sénégal, le drapeau du Sénégal qui est en train donc de flotter sur la plus grande tour, la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa. Mooy sama repère